Nous allons essayer d'expliquer le fonctionnement des institutions de la Grèce antique, appelées aussi démocratie athénienne, ainsi que les institutions de la Ve République dite démocratie moderne, les comparer pour mieux comprendre la démocratie antique et la démocratie moderne. La crise de la cité grecque. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, la démocratie trouve son origine dans la grave crise de la cité grecque résultant de deux phénomènes concomitants. D'une part, l'esclavage pour dette, liant situation politique et situation financière, touche un nombre grandissant de paysans non propriétaires. Et d'autre part, le développement de la monnaie et les échanges commerciaux font émerger une nouvelle classe sociale urbaine aisée, composée d'artisans et armateurs, qui revendiquent la fin du monopole des nobles sur la sphère politique. Sur cette vue générale d'Athènes, en haut nous avons l'acropole, au centre nous avons l'agora, place publique, aujourd'hui on pourrait l'appeler la place du marché. À droite, nous avons la Pnyx, c'est là où les gens allaient voter les lois à l'Ecclésia. L'agora désigne dans la Grèce antique une réunion de citoyens ainsi que l'espace public où celle-ci a lieu. Que signifie le mot démocratie? D'après le grec démos, peuple, et kratos, pouvoir, ce qui veut dire le pouvoir du peuple. Principe fondamental des institutions démocratiques de la Grèce antique. Le principe est l'égalité absolue des citoyens sur le plan politique. Pour ce faire, il n'y a qu'une seule méthode, le tirage au sort. On peut voir la machine qui tirait au sort les citoyens d'Athènes, le clérotéron. Les Grecs ont ainsi posé les premiers jalons de la démocratie politique directe, dans lequel les citoyens prennent eux-mêmes les décisions concernant la cité. Que signifie l'égalité absolue des citoyens sur le plan politique? Cela veut dire que, par le tirage au sort, un avocat d'affaires, tout comme une femme de ménage, ont la même chance d'accéder au pouvoir. Nous avons en haut 30 à 40 000 citoyens sur une population de 250 000 à 300 000 personnes, si on compte les femmes, les esclaves et les étrangers. Au centre, entouré en rouge, l'Ecclésia. L'Ecclésia détient le pouvoir. La démocratie athénienne repose sur le pouvoir de l'Assemblée, Ecclésia, qui regroupe théoriquement l'ensemble des citoyens. À l'Ecclésia, on vote les lois. À l'Ecclésia, on contrôle les magistrats. À l'Ecclésia, elle se réunit 4 fois par mois. L'Ecclésia décide de la guerre et de la paix. L'Ecclésia peut juger des infractions à la loi de la part des magistrats dans la limite d'une amende de 500 drachmes. Et l'Ecclésia désigne aussi les magistrats les plus importants par l'élection, en particulier les stratèges. De nombreuses tâches sont conférées à des magistrats élus ou tirés au sort par cette même assemblée ou par la boulée, pour une durée d'1 an. L'Ecclésia est au cœur de toutes les institutions athéniennes. C'est le peuple assemblé sur la Pnyx, colline d'Athènes qu'on a vu sur la diapo précédente, qui prend les grandes décisions. Regroupés sur l'agora, puis conduits vers la Pnyx, les citoyens présents votent à main levée les décrets les plus importants, souvent préparés par la boulée. La boulée est un conseil de 500 citoyens tirés au sort qui se changent par groupe de 50 tous les mois. Ils sont chargés de gérer les finances de la cité, de préparer les lois qui doivent être discutées à l'Ecclésia. C'est la boulée qui surveille l'action des magistrats qui dirigent la cité. On pourrait comparer la boulée au pouvoir législatif, si on devait faire une comparaison avec la Ve République. Tirés au sort, mais ils ne votent pas les lois, ils les préparent. Les magistrats, la plupart des magistratures athéniennes sont susceptibles d'être exercées par n'importe qui,
puisque les titulaires sont désignés par tirage au sort. On attend avant tout d'un magistrat qu'il soit honnête, dévoué à la cité et à la cause du peuple. Le pouvoir judiciaire était divisé entre de nombreux tribunaux. L'Ecclésia peut bien sûr exercer directement la justice populaire, mais des tribunaux plus spécialisés existent aussi, comme l'aéropage qui juge des crimes de sang. Toutefois, le grand tribunal d'Athènes reste l'Héliée, composé de citoyens d'au moins 30 ans, tirés au sort et répartis selon les sections du tribunal par les archontes. Les archontes, c'est les chefs, les anciens, les chefs. Au total, cette instance regroupe 6000 juges. En résumé, l'Ecclésia tirait au sort les membres de la Boulée. L'Ecclésia tirait au sort les membres du tribunal de l'Héliée. L'Ecclésia tirait au sort les magistrats. Et l'Ecclésia tirait au sort les archontes de l'aéropage. Seuls les 10 stratèges étaient élus par l'Ecclésia. Les stratèges, c'était les chefs de guerre, les généraux. On ne pouvait pas les tirer au sort, ils étaient simplement choisis par l'Ecclésia. Beaucoup de tirages au sort et peu d'élections en conclusion. Les 4 principes du tirage au sort. Les 4 principes sont 1. L'égalité, un citoyen égale un autre citoyen, ce qu'on a vu tout à l'heure. Comme on l'a vu précédemment, cela veut dire que par tirage au sort, un avocat d'affaires comme une femme de ménage ont la même chance d'accéder au pouvoir. L'impartialité, absence de parti pris, cela veut dire que le tirage au sort est individuel, par conséquent, on ne peut représenter un parti politique, donc absence de parti pris. Représentativité, cela veut dire que par le tirage au sort, la représentation a plus de chances de refléter au mieux les réalités politiques et sociologiques du pays, ce qu'on appelle l'effet miroir. Et la légitimité, humilité, que l'on pourrait mettre mandat court. Cela veut dire que par le tirage au sort et les mandats courts, on ne peut pas devenir des professionnels de la politique. Par contre, un seul principe parmi les 3 autres modes de sélection, élection, nomination et certification, à savoir la légitimité, supériorité. Élection, c'est les élites. Nomination, c'est à la fois les élites, mais aussi les petits copains. Et la certification, c'est aux plus diplômés, donc aux meilleurs. Donc, légitimité, supériorité. La France est-elle une démocratie? À la question fondamentale, quel type de pouvoir politique convient le mieux à la démocratie? La Constitution de 1958 en substitue une autre. Comment faut-il organiser la démocratie pour assurer la solidité du pouvoir politique? Autrement dit, la démocratie est-elle l'instrument de gouvernance au service du peuple ou bien l'outil qui sert aux élus à asseoir leur pouvoir? À la question « Quel type de pouvoir politique convient le mieux à la démocratie ?» Si la démocratie est l'instrument de gouvernance au service du peuple, alors la Constitution est profondément politique. À la question « Comment faut-il organiser la démocratie pour assurer la solidité du pouvoir politique ?» Si la démocratie est l'outil qui sert aux élus à asseoir leur pouvoir, alors la Constitution est profondément juridique. Le président de la haute juridiction Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, sur la loi immigration, se conforme à la deuxième question. Comment faut-il organiser la démocratie pour assurer la solidité du pouvoir politique? Car la réponse de Laurent Fabius est « Le Conseil est là non pas pour rendre des services politiques, mais pour rendre un avis juridique. Et le sage de défendre la Constitution de la Ve République en rajoutant « Je crois qu'elle a un mérite important, c'est sa grande stabilité. C'est la Constitution qui, dans l'histoire de la République, est restée la plus stable. » Voilà, avec ça, on a tout compris. Et maintenant, je laisse la parole à Philippe. La mythologie du suffrage universel.
Le droit de vote permet aux citoyens d'un État de voter pour exprimer leur volonté à l'occasion d'un scrutin. Dans son application contemporaine, il pose un choix et permet soit d'élire des gouvernants à but représentatif, soit de répondre à une question posée par la gouvernance sous forme de plébiscite ou de référendum. En fait, au fil du temps, le droit de vote est devenu progressivement synonyme de droit d'élire, puisque le dernier référendum digne de ce nom, et portant sur le traité de la Constitution européenne ou TCE, remonte déjà à 2005, mais n'empêche aucunement nos élites politiques de continuer à entretenir la confusion entre élection et vote. Par conséquent, le suffrage universel ne permet pas de demander au peuple ce qu'il veut, une modification constitutionnelle, une loi ou une réforme par exemple, mais permet seulement de demander au peuple qui il veut, un candidat autoproclamé par exemple. Enfin, un système électoral digne de ce nom devrait permettre que la représentation parlementaire reflète au mieux les réalités politiques et sociologiques du pays, autrement dit, que la composition sociologique du Parlement soit en adéquation avec celle de la société. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Mythologie du suffrage universel suite. Le suffrage universel repose sur deux axiomes, qui sont des propositions considérées comme évidentes, admises sans démonstration. Premier axiome, un homme égale une voix. Le suffrage universel provoque d'emblée une illusion, en focalisant l'attention sur les électeurs, que nous sommes tous en définitive, pour mieux nous faire oublier que nous ne sommes absolument pas des acteurs du pouvoir. C'est bien une illusion, car un homme égale une voix, ce n'est en définitive qu'une égalité d'expression politique. Un bulletin égale un autre bulletin, et absolument pas l'égalité politique entre les citoyens au sens strict du terme. Un citoyen égale un autre citoyen. Vu que nous n'avons aucun pouvoir politique, nous pouvons légitimement nous poser la question, une voix pour quoi faire? Ou citoyen pour quoi faire? En effet, à l'instant où nous déposons notre bulletin dans l'urne, nous sommes sans voix, c'est-à-dire muets sur le plan politique. Deuxième axiome, le principe de représentation. Le suffrage universel nous désarme sur le plan politique, en permettant au peuple de déléguer sa souveraineté à ses représentants, alors que dans une vraie démocratie, le peuple devrait constamment exercer le pouvoir de manière directe. La question « l'élection pour qui faire ?» signifie tout simplement que vu que nos représentants, une fois qu'ils sont élus, n'ont pas de compte à nous rendre et qu'ils font ce qu'ils veulent, on ne peut donc pas les obliger à faire quoi que ce soit en les élisant. C'est bien la preuve que les promesses électorales n'engagent que ceux qui les croient et absolument pas les élus. La mythologie du suffrage universel suite et fin. Dans la République française actuelle, les lois sont faites par l'Assemblée nationale élue au suffrage universel. Qu'est-ce que le suffrage universel? Comme il n'y a pas d'effet miroir, c'est en définitive ce que veulent les élites financières par l'intermédiaire de leurs représentants, gouvernements et parlementaires, puissamment secondés par les lobbies, les médias et les sondages. En définitive, dans une république bien conduite comme la nôtre actuellement, c'est toujours la finance qui est au pouvoir. Il n'y a pas de régime meilleur qu'un régime représentatif bien orienté pour la protection des classes dominantes et de leurs intérêts. Alexis de Tocqueville, magistrat, écrivain et homme politique français, avouait déjà « Je ne crains pas le suffrage universel, les gens voteront comme on leur dira ». Le peuple peut-il contrôler ses représentants? Les parlementaires sont les représentants de la nation et ne sont pas les mandataires de leurs électeurs, d'après l'article 27 de la Constitution de 1958. Les parlementaires tiennent donc leur pouvoir de la Constitution et non d'un contrat passé avec les électeurs. Avec l'élection, la population a-t-elle le choix? On a vu qu'avec le suffrage universel, il n'y avait pas d'effet miroir.
Ensuite, les élections assurent pour l'essentiel le même personnel dominant, à savoir les classes les plus aisées, quels que soient les partis politiques au pouvoir. Tous les candidats autoproclamés ne sont pas tous sur le même pied d'égalité, voire le scandale des parrainages au présidentiel, et c'est presque toujours celui dont l'équipe est la plus riche, la mieux organisée ou la plus soutenue, par les financiers, les lobbies, les médias et les sondages qui gagne. L'argent pèse-t-il autant sur le résultat des élections? Les plus riches financent leurs candidats préférés et en attendent un retour sur investissement, la suppression de l'impôt sur la fortune par exemple. La presse écrite, rachetée par quelques milliardaires, malgré qu'elle soit largement déficitaire ainsi que les sondages, servent de source aux propos des éditorialistes et consultants sur les chaînes TV d'information qui deviennent en même temps des chaînes d'opinion et participent ainsi au choix des candidats. De fait, un petit candidat n'a aucune chance d'arriver au pouvoir, les plus riches décident de tout et font les lois. Quelques mots-clés. La souveraineté nationale. Cette notion apparaît au XVIIe et XVIIIe siècle avec John Locke et Montesquieu, qui énoncent le principe de séparation des pouvoirs, fondement des systèmes de représentation, repris ensuite par la BCIS dès 1789. La souveraineté nationale est le principe selon lequel la souveraineté appartient à la nation, qui est une entité collective abstraite, unique et indivisible. La nation ne se limite pas aux seuls citoyens vivants, mais inclut les citoyens passés et futurs. De ce fait, elle est supérieure à la somme des individus qui la composent. C'est ce qui la différencie de la souveraineté populaire. La souveraineté nationale ne pouvant gouverner directement, elle implique un régime représentatif. Les représentants de la nation sont titulaires d'un mandat représentatif et œuvrent dans l'intérêt de la nation tout entière. Chacun représente la nation entière et non ses seuls électeurs. Ainsi, les décisions des représentants de la nation ne peuvent être contestées par les citoyens actuels, car ces derniers ne représentent pas toute la nation, notamment les citoyens futurs. Pour éviter les abus de pouvoir, il est donc nécessaire de mettre en place des contre-pouvoirs pour contrôler les représentants, comme la séparation des pouvoirs ou une constitution dont le Conseil constitutionnel est théoriquement en France le garant. En définitive, la souveraineté nationale exclut la démocratie directe, même si dans un système représentatif, on peut trouver des procédures de démocratie directe comme le suffrage universel ou à la marge le référendum. Citons la BCIS du tiers-État, discours du 7 septembre 1789. Les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi. Ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. Si dicter des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif, ce serait un État démocratique. Le peuple, dans un pays qui n'est pas une démocratie, et la France ne saurait l'être, et je répète, et la France ne saurait l'être, ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. La souveraineté populaire. La souveraineté populaire est un concept politique qui trouve son origine dans l'ouvrage de Jean-Jacques Rousseau, écrit en 1762, du contrat social. Pour le philosophe, la souveraineté appartient au peuple et chaque citoyen en détient une part. Le souverain n'est formé que des particuliers actuels qui le composent, elle est la totalité concrète des individus. Pour que cette souveraineté puisse s'exercer, le peuple doit pouvoir élire tous ses représentants et voter les lois, ce qui nécessite implicitement la généralisation du suffrage universel dans tous les secteurs du pouvoir, ainsi que du référendum. De plus, les élus doivent recevoir de leurs électeurs un mandat dit impératif dont ils ne peuvent s'écarter sans risquer d'être révoqués. En définitive, la souveraineté populaire s'oppose conceptuellement à la souveraineté nationale, détenue par la nation à travers ses représentants, dont le mandat n'est pas impératif mais représentatif. Le mandat impératif. En politique, le mandat impératif désigne un mode de représentation dans lequel les élus ont l'obligation de respecter les directives de leurs électeurs sur la base desquelles ils ont été désignés sous peine de révocation. Le mandat impératif est lié à la notion de souveraineté populaire définie par Jean-Jacques Rousseau, puis qui préconise la démocratie directe et l'utilisation du mandat impératif.
Le mandat impératif s'oppose au mandat représentatif comme la souveraineté populaire s'oppose à la souveraineté nationale. Des députés élus sur un mandat impératif ne représentent que leurs électeurs et non pas l'ensemble de la nation. La plupart des démocraties actuelles ont opté pour la souveraineté nationale et rejettent donc le mandat impératif. Je laisse la parole à Paul pour la Constitution de 1958. La Constitution de 1958. La France est actuellement régie par la Constitution de 1958, modifiée ou amendée à 24 reprises, dont seulement 2 par voie référendaire. La Constitution de 1958 désigne non pas un seul texte, la Constitution de 1958, mais un ensemble de textes qualifiés de blocs de constitutionnalité. Il s'agit de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, du texte de la Constitution de 1958 comprenant un préambule et 89 articles organisés en 16 titres et de la Charte de l'environnement de 2004. Avant d'expliquer le schéma qui suit, je rappelle que la Constitution permet l'organisation effective des différents pouvoirs publics que comporte l'État en prévoyant une séparation entre le pouvoir législatif, c'est-à-dire faire les lois, le pouvoir exécutif, exécuter les lois, les mettre en œuvre, et le pouvoir judiciaire qui contrôle l'application des lois. Les institutions de la Ve République, schéma tricoloré que nous allons détailler. En vert clair, nous avons les électeurs citoyens de 18 ans et plus. Les flèches vertes correspondent aux élections. À partir de la gauche, nous avons les élections présidentielles, les élections législatives, les élections municipales, départementales, régionales. En bleu foncé, nous avons le pouvoir exécutif avec le président de la République et le gouvernement. En orange, nous avons le pouvoir législatif avec l'Assemblée nationale et le Sénat. L'Assemblée nationale et le Sénat, quand ils travaillent ensemble, s'appellent le Congrès, qui se réunit à Versailles. En bleu clair, nous avons le Conseil constitutionnel, qui est le pouvoir de contrôle. En vert foncé, nous avons les grands électeurs qui élisent au suffrage universel indirect les sénateurs. Le président de la République nomme le Premier ministre. Le Premier ministre nomme les ministres et les secrétaires d'État avec l'aval du président de la République. Le président de la République nomme 3 membres du Conseil constitutionnel. L'Assemblée nationale nomme 3 membres au Conseil constitutionnel. Le Sénat nomme 3 membres au Conseil constitutionnel. Le président de la République nomme le président du Conseil constitutionnel qui a voix prépondérante en cas de partage. Le pouvoir judiciaire n'est pas représenté sur le schéma. Il est composé du Conseil supérieur de la magistrature, de la Haute Cour et de la Cour de justice de la République, qui est une juridiction spéciale pour juger les ministres. Merci à M. Moretti de nous avoir rappelé l'entre-soi de cette Cour. Tous les membres de ces institutions judiciaires sont soit désignés par le président de la République et ou par les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, ou élus en leur sein et en nombre égal. En comparaison avec les institutions athéniennes qui, elles, étaient basées sur le tirage au sort et un peu d'élection, les institutions de la Ve République sont basées sur peu d'élections et beaucoup de nominations. Que nous dit la flèche bleue qui clignote en rouge? Eh bien, que nous n'avons pas le droit de vote. En effet,
La consultation par référendum, c'est-à-dire voter, prendre des décisions, dépend exclusivement du président de la République s'il le décide, au travers de l'article 11 pour les référendums législatifs et l'article 89 de la Constitution pour les référendums constitutionnels. Les rares articles qui concernent le peuple, seulement 2 sur 89. Effectivement, l'article 6 qui dit que le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct, et l'article 24 qui dit que le Parlement comprend l'Assemblée nationale et le Sénat. Les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct. Les articles verrous, ils démontrent que le peuple n'a aucun pouvoir, contrairement à ses représentants. Article 3, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'existe par ses représentants et par la voie du référendum. Dans une démocratie, le peuple ne délègue pas sa souveraineté. Article 11, le référendum est décidé à la seule initiative du gouvernement ou du Parlement. Et il faut 4 800 000 signatures, c'est-à-dire 10% du corps électoral, pour que la décision soit prise. Concernant l'article 11, il avait été proposé en 2019 un référendum d'initiative partagée, qu'on appelait le RIP, sur la privatisation de la société Aéroports de Paris. Il aurait fallu, comme la loi l'exige, 4 800 000 signatures. Seulement 1 million d'électeurs ont voté. Il a été reconnu que le taux de participation exigé par l'article 11 était inatteignable. Ce RIP a été abandonné. Les articles verrous. Suite. L'article 26 dit qu'aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Article 27. Tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des membres du Parlement est personnel. Rappel. Les députés représentent la nation, l'article 3 le dit, et n'ont aucune obligation de rendre des comptes, article 27. Venons-en à l'article 49.3, qui dit de censure provoquée, permet au gouvernement, au cours des débats sur un texte qu'il présente, d'engager sa responsabilité devant le Parlement sur ce texte. Cet article permet au Premier ministre de faire adopter un projet de loi, non pas en le faisant voter au Parlement, mais en liant son adoption au maintien ou non de son gouvernement. Le recours au 49.3 n'est autorisé que sur un seul texte de loi par session parlementaire. Exception faite pour les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale. Elisabeth Borne a utilisé 23 49.3 en 23 mois. Le record battu en nombre de 49.3 est attribué à Michel Rocard, 28, mais de 1988 à 1991. Les opposants au gouvernement n'ont pas été capables de s'entendre pour déposer des motions de censure, ce qui est scandaleux. Les articles verrous. Suite et fin. Concernant l'article 89, l'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République sur proposition du Premier ministre et des membres du Parlement.
La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum quand le président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en congrès. En 2005, le référendum français sur le traité établissant une constitution pour l'Europe a été rejeté par 54,67% de non et 45,33% de oui. Un nouveau traité européen a été élaboré à Lisbonne en 2007, élaboré en catimini. Ce traité nous a été présenté par Nicolas Sarkozy comme un traité simplifié, limité aux questions institutionnelles, ce qui s'avère être un énorme mensonge. Pourtant, le président de la République veut le faire adopter par voie parlementaire, sans consulter les citoyens. Et le vote à Versailles sera le point d'ordre de cette forfaiture démocratique. En conclusion, la démocratie représentative actuelle, que certains appellent gouvernement représentatif, relève davantage de l'aristocratie élective que de la démocratie directe. En effet, les élus n'ont pas de compte à rendre. Les élus ne sont pas révocables à tout moment. On ne peut pas choisir librement ses candidats. On permet aux plus riches d'aider leurs candidats. On permet aux riches d'acquérir les médias du pays. Le référendum d'initiative citoyenne constituant, qu'on appelle le RIC, n'est pas prévu dans la Constitution. La monnaie n'est pas publique. Le peuple est quasiment absent des articles de la Constitution et n'a aucun pouvoir. Pour information, il a existé dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793 un article qui a été abrogé, et pour cause, en 1795. C'est l'article 28. Il stipule qu'un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa constitution. Une génération ne peut assujettir à ces lois les générations futures. Cela montre que d'autres avant nous avaient compris que si le monde change, la Constitution doit aussi changer. Doit-on instaurer une vraie démocratie ? Le terme démocratie ne peut pas avoir plusieurs sens. Il s'agit de placer le citoyen non pas en électeur, mais en acteur de pouvoir. L'essence de la démocratie, c'est l'égalité politique des citoyens. L'accès de tous les citoyens au pouvoir ne peut se faire que par le tirage au sort. Voter, c'est exercer son pouvoir. Élire, c'est déléguer son pouvoir. Je laisse la parole à Jean. Nous allons comparer la démocratie antique et la démocratie moderne, telle que nous l'avons vue dans le diaporama. Donc, dans la démocratie antique, c'est la démocratie directe. Dans la démocratie moderne, c'est le gouvernement représentatif, que d'autres appellent démocratie représentative. Le principe de la démocratie antique, c'était l'égalité politique de tous les citoyens. Dans la démocratie moderne, c'est égalité, un homme égale une voix, et comme on l'a vu, ce n'est que l'égalité de moyens d'expression. Dans les deux démocraties, antiques et modernes, il y a 4 modes de sélection. Le tirage au sort, l'élection, la nomination et la certification. Pour la démocratie antique, c'était le tirage au sort qui était la base principale. Alors que dans la démocratie moderne, c'est l'élection, la nomination et la certification.
Les 4 principes du tirage au sort qu'on a vu dans le diaporama, c'est l'égalité, égalité politique des citoyens, l'impartialité, l'impartialité et l'absence de parti pris, la représentativité, l'effet miroir, et la légitimité, humilité, mandat court. Un seul principe de l'élection et de la nomination et de la certification, la légitimité, supériorité. Pour la démocratie antique, la démocratie grecque était une démocratie directe. Le peuple participait directement aux décisions politiques de l'Ecclésia avec le vote. Le suffrage universel pour la démocratie moderne ne permet pas de demander au peuple ce qu'il veut, mais le suffrage universel permet de demander au peuple qui il veut avec l'élection. Dans la démocratie antique, pendant 200 ans de tirage au sort, les riches ne gouvernaient jamais, les pauvres gouvernaient toujours. Dans la démocratie moderne, pendant 200 ans d'élection, les riches gouvernent toujours, les pauvres ne gouvernent jamais. Nous avons là les sources littéraires qui nous ont permis de réfléchir sur le sujet. Et pour clore le diaporama, ce diaporama est sans prétention. Nous avons voulu aller contre nous-mêmes, prendre le temps de se poser et réfléchir, sortir du oui-non. Nous avons essayé de faire l'autopsie d'une idée telle que quel idéal démocratique, ouvrir l'idée et regarder ce qu'il y a dedans. Réfléchir, c'est permettre de lutter contre 2 écueils qui pourrissent la vie démocratique. L'écueil du relativisme, dire tout et n'importe quoi, voire dire tout et son contraire. L'écueil du dogmatisme, rejet du doute et rejet de la critique. Certains philosophes disent que pour philosopher, il faut 3 outils. Le marteau, la pince et le tournevis. Le marteau sert à déconstruire les préjugés. La pince permet de serrer un concept. Exemple, la vie, la beauté, l'amour, la mort, la démocratie participative, démocratie délibérative, etc. Et le tournevis, pour démonter les mots que certains se chargent de nous construire à l'envers. Et il est un devoir absolu de remettre les mots à l'endroit, d'utiliser le vrai sens des mots, car il est très difficile de penser à l'endroit avec des mots utilisés à l'envers depuis plusieurs décennies. Ce soir, si ce diaporama a pu servir, serait-ce que d'un de ces 3 outils pour élargir notre champ de réflexion, alors il aura atteint ses objectifs.